Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Pierre Filu, professeur à Sciences Po, et qui vient de publier un livre on ne peut plus dans un bon timing, Algérie, la nouvelle indépendance. Alors, dans ce livre, Jean-Pierre Filu, vous reprenez le parallèle fait par les manifestants, 1962, territoire libéré, 2019, peuple libéré. Effectivement, c'est très frappant. C'est un peu le leitmotiv de ces manifestations qui traversent l'Algérie depuis le 22 février dernier, donc 42 vendredis déjà, 42 mardis pour les étudiants et la jeunesse, et toujours cette exigence d'indépendance. Et là, comme historien, c'est fascinant, parce qu'effectivement, de tout le monde arabe, l'Algérie présente la particularité d'avoir eu la guerre de libération la plus longue, la plus terrible, la plus sanglante contre le colonialisme français, de 54 à 62, et en même temps le détournement de l'indépendance le plus rapide dès l'été 62, qui est à la fois l'été de l'indépendance politique, mais celui du détournement de cette indépendance par le régime militaire toujours en place aujourd'hui. Oui, vous évoquez un passé qui ne passe pas, on emploie souvent cette expression pour parler des rapports entre la France métropolitaine et la colonie algérienne, mais il y a un autre passé oublié, c'est celui qui est les conflits internes au FLN et l'élimination des uns et des autres. Oui, ce passé qui ne passe pas, il est aujourd'hui à l'ordre du jour de la jeunesse contestataire. Là aussi, pour l'historien, c'est fascinant de voir comment tous ces jeunes que l'on prétendait dépolitiser, sans intérêt pour le passé de leur pays, ils s'y plongent avec passion. Et ils veulent comprendre, ils veulent savoir qui étaient les véritables héros de la guerre de libération contre la France. Ils se réclament d'Amirouche, d'Aban Ramdam, de Larbi Ben Mehdi, et ils ont trouvé, ou plutôt le régime leur a donné un symbole très fort en arrêtant un moudjahid, un ancien résistant de 86 ans, Lardar Bourrega, dont la photo est maintenant dans tous les cortèges et qui est devenu le symbole de ces détenus d'opinion que les manifestants veulent voir libérés. Alors tous les témoignages concordent, et vous en faites état dans votre livre, de la surprise à la première manifestation le 22 février 2019, de se retrouver si nombreux, et vous ajoutez que le caractère festif des manifestations n'est pas anecdotique, mais qu'il en est un élément essentiel. Oui, essentiel. C'est une vraie fête. Chaque vendredi après vendredi, on y va en amis, on y va en famille. Parfois, on invite les parents qui sont en France, qui prennent un week-end un peu prolongé pour venir marcher avec leurs proches. Et puis, on a une inventivité, une créativité, les slogans, j'en mentionne quelques-uns, qui sont des chefs-d'œuvre d'humour, et puis les chansons qui sont très souvent inspirées des hymnes des supporters de football qu'ils avaient, si j'ose dire, conçus, testés dans les enceintes des stades, un des derniers espaces d'expression publique, et qui sont devenus littéralement les chants de ralliement de la contestation. Alors c'est étonnant parce que ces chansons, elles sont assez mélancoliques quand on les écoute en dehors de leur contexte, mais elles prennent une force incroyable quand elles sont entonnées par des milliers, des dizaines de milliers de personnes, et c'est donc d'une certaine façon comment le mal de vivre algérien se retourne en affirmation de la dignité, en exigence de vivre libre, et c'est ça qui, vendredi après vendredi, fait sortir, qu'il fasse très très chaud, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, pratiquement toujours autant de gens dans les rues d'Alger et de dizaines d'autres villes du pays, j'insiste. Et puis on a été aussi frappé par le caractère non violent à la fois des manifestants mais également des forces de sécurité. Il y a eu des arrestations, on en reparlera tout à l'heure, mais en tous les cas pour l'instant pas de débordement, pas de violence que l'on voit dans la plupart des autres pays où il y a des manifestations de masse. Effectivement, ça s'est joué assez vite, hein. Dès les premiers vendredis,
où les manifestants ont fait preuve d'un immense sens des responsabilités, avec là encore la contribution des supporters de football, ce qu'on appelle les ultras, qui sont organisés, qui savent se comporter lors d'incidents de rue et qui ont justement tout fait pour éviter les provocations. Ils n'ont nulle part attaqué les symboles de l'État, et du coup on est arrivé à une forme de modus vivendi entre les forces de sécurité et les manifestants, qui fait que, évidemment, sur 42 vendredis, il y a eu des débordements ici et là, mais on n'a pas eu d'incidents graves. Et ça, c'est vraiment l'énergie fondamentale de ce qu'on appelle donc en arabe le hirak, c'est-à-dire littéralement la mise en mouvement. C'est le nom de la contestation populaire en Algérie. C'est qu'elle veut non seulement se réapproprier le passé de l'Algérie au nom d'une indépendance enfin authentique, mais elle veut aussi rompre avec une tradition de la violence dont on voit qu'elle a pu être en Algérie épouvantable. Et le fait que ces jeunes soient nés après la décennie noire, donc les quelques 200 000 morts des années 90, fait aussi qu'ils veulent à tout prix refermer cette parenthèse, conjurer ces démons de l'ultraviolence, et qu'eux-mêmes, ne l'ayant pas vécu, ils se sentent un peu libérés. Ils disent « Non, on ne nous fera pas taire en agitant cet épouvantail, et oui, nous pouvons rester non-violents, et en restant non-violents, ne pas donner prise aux provocations et à la répression. » Alors, comme vous l'avez signé 2 fois, je me permets une introduction sur ce terrain-là. Le football, que l'on présente souvent comme l'opium du peuple, a été au contraire, les supporters ont été une matrice importante de la contestation et de l'organisation de la contestation. Tout à fait, je leur consacre d'ailleurs un chapitre sur 10. C'est fondamental. C'est fondamental d'abord parce que c'est un peu dans le laboratoire des stades que les slogans, les hymnes, la rythmique de la contestation vont peu à peu se forger. Et puis, comme je l'avais indiqué, leur bagage, justement, dans les affrontements avec les forces de l'ordre, leur permet, le moment venu, d'éviter ces 10 affrontements. Parce que vous écrivez que les stades étaient du temps du régime de Bouteflika, et même avant, était l'un des rares endroits où on pouvait contester le régime. Tout à fait, et on le faisait de manière parfois très très violente, y compris en tournant le dos à Bouteflika quand celui-ci se présentait à la tribune d'honneur. Mais on a eu donc ce football à la fois qui structure la contestation, et puis la contestation qui va être animée par l'incroyable épopée de l'équipe d'Algérie dans la Coupe d'Afrique. Et là encore, on a un parallèle entre la lutte de libération et le 11 de l'indépendance, qui avait été constitué par des footballeurs algériens qui avaient entre guillemets déserté de leur club français pour constituer la première équipe nationale algérienne. De 58 à 61, avant l'indépendance. Voilà, et ils avaient joué dans le monde entier pour porter les couleurs d'un pays qui n'existait pas encore, effectivement. Et là, on a cette nouvelle indépendance qui est portée par une équipe que son entraîneur, Belmadi, avait trouvé dans un état absolument lamentable à l'automne 2018, et qui va, en parallèle avec le Hirak, retrouver une dynamique de groupe qui l'a amené au sommet, donc à remporter la Coupe d'Afrique en juillet 2019. Et c'est frappant de voir qu'en Algérie, les 2 Coupes d'Afrique correspondent aux 2 percées démocratiques, celle de 1990, qui avait malheureusement débouché sur la décennie noire, et celle de 2019, dont les Algériens espèrent très profondément la nouvelle indépendance. Les 2 victoires de l'Algérie dans la Coupe d'Afrique des Nations. Autre élément important, les femmes, vous dites que on ne peut pas qualifier la mobilisation de féministe, mais que les femmes, pour autant, ont joué un rôle majeur. Ah, c'est un rôle majeur. D'ailleurs, le tournant, c'est le 3e vendredi, donc 22 février, 1er mars, 8 mars, c'est depuis l'Algérie socialiste, la journée internationale de la femme qui est célébrée avec tout un rite un peu suranné par un régime qui ne regarde pas trop la substance. Il faut rappeler que le code de la famille adopté par l'Algérie dite socialiste est l'un des plus rétrogrades du monde arabe,
à l'exception du Golfe. Et le 8 mars devient une fête populaire. Le Hirak se la réapproprie. Et ce jour-là, les femmes descendent en masse et surtout, elles descendent génération bras dessus, bras dessous. Filles, mères, grand-mères, et c'est non seulement très important pour la nature des défilés, évidemment, femmes voilées côtoient femmes dévoilées sans aucun incident, mais c'est important pour la garantie de la non-violence. Il est évident qu'à partir du moment où on manifeste avec ses enfants, voire avec ses parents, voire avec ses grands-parents, eh bien on n'a aucune envie qu'il y ait un incident. Donc cette dimension féminine est très importante, mais je fais la distinction. Il n'y a pas encore d'agenda, de programme féministe dans le Hirak proprement dit, même si la révision du Code de la famille fait largement l'unanimité, mais on ne peut pas non plus projeter nos désirs sur cette réalité algérienne-là. Les femmes algériennes sont présentes en masse dans une révolution qui sera peut-être féministe si elle produit toutes ses promesses, mais qui à ce stade ne l'est pas encore. Alors, l'armée dont vous rappelez qu'elle a le budget militaire le plus important de tout le continent africain, dépassant même l'Égypte, pourtant solidement dépensière également en termes militaires. En fait, l'armée présente la lutte contre les opposants comme une lutte contre le terrorisme, et vous expliquez, reprenant un peu parfois le langage finalement de la guerre coloniale. Oui, c'était le cas pendant la décennie noire. C'était même très choquant d'entendre les mêmes formules utilisées par les généraux algériens qui avaient été celles des généraux français dans la lutte de libération algérienne. Mais aujourd'hui, donc le véritable maître du pays, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major depuis 2004, ne cesse d'agiter la main de l'étranger, un complot de l'étranger, d'accuser la France, parfois explicitement, parfois implicitement, d'être derrière cette formidable contestation, comme s'il était incapable d'accepter la réalité patriotique, nationale de cette formidable mobilisation, et qu'il voulait toujours en revenir aux vieux clichés de la France épouvantail, ou de ce qu'on appelle en Algérie Hizb Fransa, le parti de la France, qui serait coupable de tous les maux, bon, quand même 57 ans après l'indépendance. Et alors, en même temps, celui qui est donc effectivement à la tête de l'armée depuis 15 ans se présente comme l'anti-système et essaye un peu, en chargeant Bouteflika et son cercle proche, de s'exonérer lui-même et de finalement représenter comme une alternative au pouvoir passé. Oui, la manœuvre de Gaïd Salah et des généraux qui l'entourent, ce qu'on appelle les décideurs en Algérie, elle est assez grossière, mais comme elle a fonctionné par le passé, il est assez logique qu'ils essaient de la renouveler. Hein. C'est de dire effectivement, nous les généraux, nous sommes les purs d'entre les purs, alors qu'on sait que ce sont quand même eux qui contrôlent les plus gros circuits de corruption. Toute la faute venait de Bouteflika et de sa bande, c'est ainsi qu'ils appellent désormais l'entourage du président déchu, alors même que c'est Bouteflika qui a fait la carrière de Gaïd Salah en le nommant chef d'état-major en 2004. Et donc, une fois qu'on s'est débarrassé de la bande, effectivement, il y a eu des procès assez expéditifs, hein, où on a vu le frère Saïd Bouteflika et deux anciens chefs des services de renseignement condamnés en quelques heures à 15 ans de prison par un tribunal militaire, ou deux anciens premiers ministres, il y a une peine de 20 ans qui est requis contre eux par un tribunal d'Alger. Donc on fait une opération main propre, et puis voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Mais ce que disent les Algériens, c'est que on nous a déjà fait le coup par le passé. On ne veut pas de ce qu'ils appellent l'alternance clanique. Hein. On ne pourra pas être satisfait si certains corrompus remplacent d'autres corrompus. Si d'une certaine façon, tout cela n'aura servi qu'à recycler différents circuits de corruption. Donc ils ne veulent pas cela, alors que Gaïd Salah est persuadé que son combat contre la bande doit lui tenir lieu de légitimité. Mais les manifestants lui répondent:
pas d'élection avec la bande, c'est-à-dire qu'ils le prennent au mot, sauf qu'ils l'incluent dans cette bande dont ils voudraient, comme vous l'aviez dit, s'exonérer. Alors, il y a deux différences majeures par rapport à la période où il y avait aussi une avancée démocratique à la fin des années 80, avant qu'elle ne soit noyée dans la répression. La première, c'est une population beaucoup plus urbaine. La moitié de la population est urbanisée à la fin des années 80, 75% aujourd'hui. Et vous dites également une population moins jeune. Il y avait beaucoup moins de 15 ans à l'époque, et maintenant, la population est jeune, mais plus consciente. Et vous écrivez que ça change complètement le rapport à l'autorité. Effectivement, parce que entre la première tentation démocratique qui a sombré dans la décennie noire et aujourd'hui, la jeunesse est toujours aussi importante, mais ce n'est plus la même jeunesse. C'est une jeunesse plus consciente, plus éduquée, plus urbanisée, qui une cellule avec une cellule de 2-3 enfants, pas plus. Donc ce qui change complètement le rapport à l'autorité paternelle et donc à un régime de type patriarcal comme est celui des généraux algériens. Moi, durant mon dernier séjour en Algérie, j'ai vu pour la première fois des enfants qui ne mangeaient pas à la table des parents. Alors ici, on est quand même un peu habitué, mais ça veut dire qu'on a un changement profond, j'ai presque anthropologique dans la famille algérienne qui automatiquement fait que cette nouvelle génération, eh bien, elle a une expérience propre. J'ai eu 2 jeunes militantes devant moi qui étaient pratiquement en désaccord sur tout, sauf sur une chose, nos parents n'ont pas la moindre idée de la vie que nous vivons. Ça ne voulait pas dire être délurés ou que sais-je, mais ça voulait dire qu'ils ont leur monde propre et que dans ce monde-là, eh bien, Bouteflika l'impotent, Gaïd Salah, le père Fouettard et tous les autres oligarques, ils n'ont plus leur place, ils sont complètement dépassés, ils n'ont plus aucun sens. Ils veulent vraiment les dégager. Deuxième différence, les manifestations ont lieu le vendredi et pourtant les islamistes ne sont pas les maîtres du jeu. Non, ils sont là, c'est un courant qu'il ne faut absolument pas nier en Algérie, d'autant que le régime a beaucoup fait pour les encourager, soit en recyclant à la fin de la décennie noire les islamistes qu'on disait repentis, soit en jouant sur les salafistes pour maintenir l'ordre social. On se rappelle des menaces de mort contre l'écrivain Kamel Daoud de la part d'un salafiste qui a pignon sur rue, et le jugement n'avait jamais pu être exécuté parce qu'il y avait des problèmes de compétences territoriales, les menaces ayant été prononcées sur Internet. Bon, ce serait... tout est dit. Donc, ils ont cette force que le régime espère un jour jouer sur eux. Mais ils ont la faiblesse de ne plus être, par rapport aux années 90, en situation d'alternative par rapport au système, vu qu'ils sont partis au système. Donc, on a maintenant 42 vendredis. 42 vendredis où la majorité des manifestants ne sortent pas des mosquées, viennent d'ailleurs de leur domicile, d'autres points de regroupement, et où sur 42 vendredis, on n'a vu nulle part un cortège être en tant que tel pris en main par les barbus. Je consacre un chapitre aux barbus en embuscade. Donc à chaque fois, ils sont vraiment contenus, y compris lorsqu'ils organisent des prières collectives, et où on a littéralement un cordon sanitaire de jeunes militants qui les encerclent pour qu'ils ne puissent pas récupérer l'ensemble du défilé. Alors cela dit, les islamistes existent, mais ils sont très divisés. Il y a la branche locale des frères musulmans, il y a différents autres groupes qui aujourd'hui sont en attente, certains du côté du régime, d'autres plutôt du côté de la contestation, mais ce ne sont sûrement pas eux qui sont à l'initiative de cette formidable mobilisation. Vous concluez votre livre par une phrase optimiste: « Jamais la promesse de la libération n'a semblé aussi accessible en Algérie. » Les élections vont avoir lieu demain, mais elles ne vont pas déboucher sur l'élection de quelqu'un qui est accepté par les manifestants. C'est même
encore pire que cela, cette présidentielle n'a aucun sens pour la majorité des Algériennes et des Algériens. Ils se soucient fort peu de savoir qui va les remporter, tant il sera mal élu, hein, non seulement du fait de l'abstention dont on verra jusqu'à quel niveau elle se porte, que du fait que c'est très clairement Gaïd Salah, donc le chef d'état-major, qui a voulu et imposé ce scrutin contre la volonté des manifestants du vendredi. Donc en fait, on passe d'une mascarade électorale à une autre. Au début, il y a eu la tentative du 5e mandat de Bouteflika. Aujourd'hui, ou plutôt demain, il y a cette présidentielle vidée de sens. Bon, à un moment, il faudra peut-être sortir de ce blocage dont Gaïd Salah porte l'entière responsabilité et ouvrir un dialogue authentique. Le Hirak a de très nombreux cadres qui sont disponibles à ce dialogue. Pour l'instant, il ne peut pas trop les mettre en avant parce que chaque fois qu'une personnalité émerge, hop, elle est emprisonnée, incarcérée pour la neutraliser, ce qui, on l'a vu, n'enraye en rien la dynamique de la mobilisation. Donc on attend enfin un sursaut de clairvoyance de la part de Gaïd Salah, qu'ils comprennent que les recettes du passé ne fonctionnent plus et que l'Algérie de 2019 veut être gouvernée comme au XXIe siècle. Mais n'est-ce pas un signe d'un relatif échec de n'avoir su désigner un candidat, un représentant de ce mouvement? Et n'y a-t-il pas parallèlement un risque finalement d'épuisement? Est-ce que Gaïd Salah ne joue pas sur la lassitude et que au fur et à mesure la mobilisation s'affaiblisse? Alors c'est son pari depuis le début, c'est un pari que les chaleurs de l'été ont démenti, c'est un pari qui a encore été mis en échec cet automne, surtout le 1er novembre, date anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Donc oui, vous avez absolument raison. Une guerre d'usure, mais dans cette guerre d'usure, je ne suis pas certain que Gaïd Salah soit en position de force. La population a réussi, avec une intelligence collective remarquable, à organiser sa mobilisation pour ne pas s'épuiser. Elle sort tous les vendredis. Le reste de la semaine, c'est le régime qui se fatigue. Et dans ce régime, les militaires ne peuvent plus, et même après la présidentielle de demain, ils ne pourront pas mettre en avant un civil qui serait un bouc émissaire de leurs erreurs de gestion. Ils ont déjà plongé l'Algérie dans un vrai marasme économique par la purge qu'ils ont menée au nom de la lutte contre la corruption, mais qui de fait a bloqué les principaux rouages de l'économie. Donc on voit bien qu'ils misent sur l'épuisement, ce qui est d'ailleurs pas très glorieux quand on se prétend les représentants de l'armée nationale populaire. Mais la réalité, c'est que c'est le régime qui se déconnecte. Et c'est que le régime a de moins en moins de levier sur une société. Et on verra demain pendant le scrutin, mais s'il y a des régions entières du pays, je ne pense pas qu'à la Kabylie, je pense au Grand Sud ou à d'autres provinces, qui ne votent pas, alors on est dans un vrai problème structurel et il faut vraiment le plus tôt possible qu'un dialogue s'ouvre pour sortir de cette impasse. Et là-dessus, je suis assez confiant parce que ce qui est en jeu, c'est le patriotisme algérien. Et ce patriotisme, les Algériens en ont à revendre, qu'ils portent un uniforme ou pas, et quand on verra qu'il faut, au nom des intérêts supérieurs de l'Algérie, aller vers un dialogue, eh bien je ne doute pas qu'on trouvera des partenaires de part et d'autre. Et donc pour aller vers la rédaction d'une nouvelle constitution, c'est ça l'horizon ? Ce sera peut-être l'achèvement de ce processus, mais il faut d'ores et déjà qu'il y ait une forme de transition collégiale, parce que le Hirak refuse de se doter d'un leader ou d'un autre et de reproduire le combat des chefs qui a tellement coûté à l'Algérie, y compris lors du détournement de l'indépendance, et que cette transition collégiale, eh bien, elle crée les conditions à la fois de l'élaboration d'une nouvelle constitution et d'une élection digne de ce nom. Tout cela prendra du temps, C'est un processus qui est maintenant dans son 10e mois. Il va se poursuivre en 2020 et la seule certitude après-demain, donc au lendemain de la présidentielle, c'est que les Algériennes et les Algériens redescendront dans la rue pour manifester et exiger une fois encore
leur nouvelle indépendance. Donc dans un monde où les bonnes nouvelles sont plutôt rares, l'Algérie fait partie de ces exceptions. Effectivement, hein, c'est vraiment tellement fascinant, tellement réconfortant, tellement exaltant de suivre un mouvement aussi extraordinaire que il méritait au moins un livre de ma part. Voilà. Merci Jean-Pierre Filiu. Je renvoie à la lecture de votre livre qui vient juste d'être publié, Algérie, la nouvelle indépendance, et c'est aux éditions du Seuil.